On s'intéresse aujourd'hui à la question des systèmes d'irrigation et d'arrosage des cultures. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Terre Actu. Aujourd'hui, nous serons avec un spécialiste, n'est-ce pas, en hydraulique agricole, avec qui nous allons parler des systèmes d'irrigation et d'arrosage des cultures. Quelles innovations au profit des agriculteurs. Terre Actu, c'est tout de suite. Docteur Mathieu Onsou, il est spécialiste en hydraulique agricole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kwadeko. Alors, avec vous, je le rappelais à l'instant à nos amis téléspectateurs, nous parlerons des systèmes d'irrigation et d'arrosage des cultures et ensemble, nous verrons les innovations au profit des agriculteurs. Alors, tout de suite, quelle est la situation des aménagements agricoles au Bénin? Merci, monsieur Kwadeko. Les aménagements agricoles ont été un secteur qui ont commencé vers les années 1966 au Bénin et dans la plupart des régions ouest-africaines, suite aux sécheresses qui ont secoué ces pays-là. Suite à ces sécheresses, il y a eu une vague de famine. Et les gouvernants dans le temps avaient sollicité l'aide du programme alimentaire. Suite à ça, on dit, ces pays-là qui ont reçu les vivres alimentaires venant de ces organismes-là, quand même avaient des potentialités pour produire ces cultures-là, qui sont pour la plupart des cultures irriguées. D'accord. D'où des contrats, des projets ont été mis en place pour permettre à ces pays de commencer par expérimenter l'irrigation de leur périmètre humide. Pour la plupart, les zones qui sont au bord des cours d'eau, des fleuves, des marigots et autres que nous avons en quantité dans cette zone ouest-africaine. Donc le Bénin a commencé ces expériences-là dans les années 66 avec des grands périmètres aménagés. Voilà. Malheureusement, ces grands périmètres n'ont pas connu de grands succès. Et comme dans les aménagements agricoles, il y a les deux volets, la partie irrigation et la partie drainage. La petite irrigation a commencé. D'accord. Voilà. Alors, puisqu'on s'intéresse dans Terre Actu, dans ce numéro de Terre Actu, au système d'irrigation, alors j'aimerais bien savoir quels sont les systèmes d'irrigation que connaît le Bénin à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il faut voir les systèmes à deux niveaux. Le niveau pour les cultures vivrières, les grandes cultures vivrières, les grands champs, tels que les cultures de plantation de canne à sucre, les cultures de riz, un grand périmètre. Là, c'est des catégories de systèmes à grande échelle. Oui. Par contre, de l'autre côté, il y a les aménagements pour la petite irrigation. Là, c'est au niveau des jardins, des périmètres maraîchers, où le producteur a besoin d'apporter de l'eau à ces végétaux-là pour pouvoir leur permettre de se développer et avoir de bons rendements, surtout en cas de déficit hydrique lié à un déficit pluviométrique. D'accord. Voilà. Alors voilà, justement, comment est-ce qu'on fait le choix du système d'irrigation? Est-ce que c'est selon la zone ou bien comment ça se passe? Voilà. Pour mettre en place un système d'irrigation, il faut un certain nombre de critères de choix. D'abord, la ressource en eau. Il faut que vous ayez de l'eau. L'eau, il faut voir l'eau sous forme quantité, qualité et la pression. Est-ce que l'eau a une certaine pression? Est-ce que c'est en hauteur? Et ça peut donner une certaine pression en descendant pour pouvoir actionner les dispositifs d'irrigation. Donc d'abord, l'eau, la topographie du terrain. Est-ce que le terrain a une forme plane? Est-ce que c'est plat ou c'est un terrain avec un peu accidenté, des collines par là ou bien des monticules? Donc il faut voir. Donc ça fait le deuxième critère. Le troisième critère, le type de sol que nous avons. Est-ce que c'est un sol perméable? Est-ce que le sol est imperméable ou c'est argileux, c'est sablonneux ou c'est limoneux? Selon le type de sol, on peut apporter de l'eau comme on peut apporter peu ou on peut apporter beaucoup. C'est important, donc c'est un critère important. En dehors de ces trois critères qui sont des critères un peu physiques, on voit aussi les critères sociologiques. Est-ce que la population qui est là est prête à faire l'irrigation? Sur le plan culturel, est-ce que c'est dans leur culture d'essayer d'irriguer? Par exemple, il y a des cultures de chez nous ici où on dit on n'arrose pas. Si vous arrosez, ça va apporter malheur. C'était dans la tradition. Donc l'aspect culturel doit être pris en compte.
Après, l'aspect économique de la chose, le marché. Est-ce que le marché existe pour que l'irrigation qu'on va mettre en place pour produire les denrées, est-ce que les denrées sont écoulées, vendues sur le marché? Et enfin, la rentabilité de ce système-là. Est-ce que si nous mettons en place, c'est vraiment rentable, efficient pour amener un peu de revenus aux producteurs? Cela dit que l'installation d'un système d'irrigation coûte énormément. Oui, ça dépend des systèmes retenus. D'accord. Parce que dans les différents systèmes, il y en a qui ne sont pas très coûteux, ou qui sont à la portée de tout le monde. Par exemple, les systèmes. Est-ce que quand c'est pas coûteux, on a de la chance que cela quand même puisse nous profiter? Ah oui, lorsque vous avez juste une petite portion, vous avez besoin seulement l'eau, la ressource eau est là, pas une eau de surface ou eau souterraine, vous faites un forage ou un puits. Et vous avez un arrosoir, dispositif, un récipient avec un bras et une pomme, ça vous permet déjà d'arroser. Là, c'est plus simple. Là, vous n'avez pas besoin de trop dépenser. D'accord. Voilà. Alors, il faut que vous ayez la source d'eau. Donc, soit si c'est en nappe souterraine, il faut une pompe. Il faut une pompe pour pouvoir faire le captage, les eaux de l'eau, pour pouvoir la distribuer, soit dans un bassin. Ou bien vous creusez, comme certaines zones à Cotonou, la nappe n'est pas profonde, vous creusez seulement un peu, à peine 2 ou 3 mètres, vous avez déjà de l'eau. Et avec une puisette, vous prenez cette eau-là et vous arrosez. Est-ce que aussi cette eau est saine, hein? Il faut faire allusion à tout ça. Oui, la qualité. La qualité de l'eau, pas toujours. Ça dépend. Surtout lorsque on veut produire des denrées vivrières qui sont consommées crues, comme la laitue, la carotte. Il faut qu'on fasse attention à la qualité de l'eau, ce qui n'est pas toujours fait. Voilà. Alors, cela m'emmène à vous demander un peu quelle est votre appréciation de l'utilisation de l'énergie solaire. On en parle vraiment un peu partout pour l'alimentation des pompes. Est-ce que c'est une alternative sûre et durable? Bon, c'est avec les nouvelles technologies que nous constatons que cette ressource-là peut être utilisée pour actionner les pompes. Bon, maintenant, il faut associer des batteries souvent pour relayer ou pour donner un peu plus de force à ces pompes. Parce qu'il y a des pompes qui aspirent l'eau. Selon la profondeur, il faut que les pompes soient de grande puissance. Si l'eau est très profonde, il faut que la pompe ait une puissance qui peut vraiment aller aspirer cette eau-là pour pouvoir la renvoyer maintenant dans un tank surlevé ou bien envoyer dans le réseau d'irrigation. Donc, il y a une question de technologie là qui va se poser. Souvent, les équipements qui sont en place ne sont pas encore très adaptés à ce genre de dispositif-là. Bon, on voit quelques essais. Donc, c'est encore à titre pilote sur certains systèmes maraîchers où il y a le dispositif qui pompe. C'est bon, le soleil, juste pour l'alimentation en eau potable, c'est-à-dire pour l'eau de boisson. Mais pour une activité comme le maraîchage qui demande régulièrement de l'eau à des débits donnés, et surtout lorsque le périmètre est à grande échelle, il faut apporter beaucoup d'eau. Et là, vous risquez de fatiguer le dispositif solaire qui est en place. Mais il faut quand même voir comment peut-être améliorer. Au fur et à mesure, la technologie évolue, donc on peut toujours améliorer. Cela dit qu'à l'heure actuelle, l'utilisation de l'énergie solaire est quand même une alternative sûre, pas pour autant durable. C'est une alternative si la science continue à travailler là-dessus. On est sûr d'avoir quand même... Rien n'est statique, il faut vraiment travailler pour vraiment l'adapter à ce système d'irrigation, à nos systèmes d'irrigation. Parce que malgré tout ce qu'on a comme dispositifs solaires, les panneaux passés par là, peu de périmètres maraîchers ont des dispositifs solaires. Ils doivent continuer d'utiliser les carburants, les carburants gasoil ou essence pour pouvoir pomper, surtout lorsque l'eau est en profondeur. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui et qui permet d'oublier un peu le soleil à ce niveau, c'est l'utilisation de gaz. Ça, je crois qu'on va y revenir dans la prochaine question. Alors, à l'instant, vous faisiez, vous nous parliez de la situation des aménagements hydro-agricoles au Bénin. On a quand même, avec vous, eu la petite histoire derrière. J'ai bien envie de revenir maintenant à ce que vous vous apprêtiez à aborder, l'aspect innovation enregistré ces dernières années en termes de système d'irrigation et d'arrosage. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir concrètement? Oui, concrètement, ces dernières années, ce qui se passe au niveau des systèmes d'irrigation dans le maraîchage, nous avons testé les nouvelles technologies
diffusion, de distribution. D'accord. À savoir la micro-aspersion. La micro-aspersion. Voilà. Ça consiste à avoir des bandes perforées, des bandes flexibles qui sont raccordées à une tuyauterie et l'eau est envoyée par pression. Quand l'eau est envoyée par pression, il y a des perforations sur ces bandes-là et l'eau sort sous forme de pluie. Seulement que ces bandes-là sont à terre, contrairement aux anciens systèmes où les tuniqués sont en l'air, à 1 mètre, 1 mètre 50, et ça envoie l'eau sous forme de pluie. Maintenant, la bande perforée est plus bas. Lorsque c'est plus bas, ça permet une bonne distribution de l'eau qui n'est pas perdue par évaporation ou par l'effet du vent. Donc l'eau est au sol, c'est plus en l'air. D'accord. Donc vous nous dites par là que quand la bande est à terre, c'est meilleur que avant, comment ça se faisait? Oui, puisque naturellement vous allez sur les sites maraîchers aujourd'hui. Les gens laissent leur tuniqué de côté. Ce que je me suis demandé, quand je vois ce que je me demande, je me dis, mais comment est-ce que la bande qui est par terre arrive à quand même donner de l'eau aux cultures qui sont un peu plus en profondeur? Oui, c'est une question de dimensionnement. Oui. La bande, lorsque vous avez une motopompe qui a une certaine capacité, certaine pression à envoyer dans la bande perforée, les trous qui sont installés sur la bande permettent de faire sortir l'eau. Et lorsque l'eau est sortie sous cette pression, ça ne fait qu'une rejaillit au sol, souvent une courbe donnée. Donc de part et d'autre, ça fait une courbe de 1,50 m, 1,50 m, et la bande fait 3 mètres. Si bien qu'il faut installer les bandes à chaque 3 mètres pour permettre de couvrir toutes les cultures qui sont sur la parcelle. Donc c'est une question de dimensionnement. Par contre, le goutte à goutte qui était un système qui était aussi quand même une technologie nouvelle, mais que les gens n'apprécient pas trop dans nos régions. C'est aussi des rampes, c'est aussi des raccords qui sont perforés, mais au sol. Mais ça fait l'eau, ça fait goûter l'eau une à une au niveau des plantes, donc à la racine. Donc les producteurs ne voient pas l'arrosage, ils ne voient pas le jet d'eau. Donc pour eux, est-ce que l'eau là réellement va au sol pour irriguer nos cultures? Donc si bien que cette technologie qui est adoptée par des pays sahéliens, beaucoup de nos pays sahéliens en Afrique l'utilisent, mais nous, au Bénin, on pense que ça ne donne pas les résultats parce qu'on ne voit pas l'eau jaillir. Or, lorsque vous creusez, vous faites une tranchée au niveau des plants, vous voyez que quand même une bonne quantité d'eau s'infiltre par ces goutteurs. Donc c'est une technologie chez nous très adoptée. C'est plutôt la micro-aspersion qui est venue tout récemment, il y a à peine 5 ans, que les gens utilisent réellement parce qu'on voit les jets d'eau sortir. Exactement. Alors, y a-t-il d'autres innovations en termes de système d'irrigation? Donc, en termes de système d'irrigation, c'est la micro-aspersion qui est la dernière chose au niveau des maraîchers. Mais par contre, pour les grandes exploitations, des grands champs de canne à sucre et autres, il y a des canaux d'arroseurs, des enrouleurs qui sont des dispositifs très sophistiqués qui permettent d'arroser. Ce qui n'est pas tout le temps à la portée du petit agriculteur. Voilà. Autre chose aussi, aujourd'hui, la technologie a évolué et déjà, tout le système peut être automatisé. Donc, avec des dispositifs qui permettent de voir l'humidité du sol, vous pouvez rester à la maison, sur votre portable, votre téléphone, vous pouvez actionner le système d'irrigation. Donc, vous pouvez actionner votre pompe et l'eau va commencer par irriguer sans aller sur le site. Parce qu'il y a des capteurs qui vous disent que le taux d'humidité a diminué, il y a un stress hydrique, il faut envoyer de l'eau, et vous avez la réponse. Donc c'est automatisé. Ce n'est pas encore la portée de tout le monde. Exactement. Alors, docteur Mathieu Onsou, vous le savez, mesdames et messieurs, dans Terre Actu, on a une rubrique qu'on dénomme Immersion. Immersion nous permet quand même de descendre sur le terrain pour illustrer à travers de belles images, tous nos dits sur ce plateau. Alors, mesdames et messieurs, on va tout de suite pour notre immersion et puis on revient juste après pour continuer les échanges par ici. À tout de suite. Terre Actu, votre émission préférée, est en immersion où nous sommes à Figues-du-Rosset, principalement sur un site maraîcher. Et nous allons découvrir les différents systèmes d'irrigation qui existent. Bien entendu, nous serons en compagnie du docteur Mathieu Onsou. Bonjour. Bonjour, monsieur Kwadekon. Alors aujourd'hui, je le disais à l'instant, nous allons découvrir avec vous les différents systèmes d'irrigation et d'arrosage des cultures. D'accord. Oui, justement, ces systèmes d'irrigation dont nous avons parlé tout à l'heure, ces systèmes-là sont utilisés dans les sites maraîchers.
Et cette site maraîcher, surtout dans la plupart des villes, dans les villes ou autour des villes, pour pouvoir produire des légumes frais, des denrées fraîches aux populations citadines. C'est des denrées périssables, difficiles à conserver, qui se produisent sur place autour des villes pour les populations. Voilà. D'accord, alors on ira tout de suite vers ces systèmes-là que nous allons découvrir. Alors, mesdames et messieurs, docteur Mathieu Onsou, je crois que nous sommes là devant le tout premier, sinon le système d'arrosage traditionnel, disons. Oui, justement, nous sommes à côté d'un monsieur qui a son système, son dispositif pour pouvoir arroser. Oui. Il s'agit du dispositif manuel le plus simple, à savoir des récipients qui contiennent de l'eau et qu'on apporte aux cultures. Et ces récipients, justement, c'est des arrosoirs. Oui. Donc des récipients qui ont des bras et puis une pomme d'arrosage. La pomme, c'est perforée pour pouvoir faire sortir l'eau en jet. C'est une forme d'aspersion qui ne dit pas son nom. Donc c'est le plus simple des systèmes d'irrigation qu'on peut trouver sur les sites maraîchers. Voilà. Alors, j'ai vu à l'instant, on était en train de repêcher l'eau dans une sorte de trou là. Oui, dans la bande littorale, la nappe n'est pas profonde. L'eau n'est pas à une profondeur grande. Donc déjà, un petit trou de 2 mètres, 1 mètre, on peut avoir accès à l'eau. Et cette eau-là est prélevée avec le dispositif là, donc avec les arrosoirs. On prélève et on apporte directement aux cultures. Ça demande un peu d'effort physique, c'est tout. Alors, nous sommes là devant un tout autre système d'irrigation, ça s'appelle les tuniqués. Je prononce bien, hein? Oui, ok, de quoi s'agit-il en réalité? Donc, le système d'irrigation par aspersion est un dispositif qui fonctionne à partir d'une pression. Donc une motopompe doit être en amont, envoyer de l'eau dans la tuyauterie. Et à cette tuyauterie, il y a ce qu'on appelle les portes-rampes. Il y a les rampes même. Et sur les rampes, maintenant, les tuniqués, qui sont sur des supports de 1 mètre à 1 mètre 50, ce sont les cultures qu'on veut mettre en place. Donc voilà, nous sommes sur un tuniqué, qui ici c'est un tuniqué à 5 doigts, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui permet de rejaillir l'eau sur les cultures. Donc ça fait une rotation. Une rotation. Même temps, ça voilà, la pression de l'eau fait tourner la pièce, ça fait tourner. Il y a pas des orifices qui sont sur les doigts, l'eau sort pour rejaillir sous forme de pluie sur les cultures. Okay. Des cultures justement, et des trous, pardon, justement, il y en a. Je vois ici certains trous. Ici, voilà. C'est des trous là qui font sortir l'eau, c'est des orifices qui font sortir l'eau. Et quand l'eau vient à une certaine pression, et ça doit sortir par ces trous, ça est obligé de faire tourner la pièce. Et lorsque la pièce tourne, ça fait une bonne répartition de l'eau sur la parcelle, tout autour de ce dispositif. Ok, ici nous sommes en présence du dispositif de micro-aspersion. Les micro-aspersions communément appelées bandes perforées, parce qu'il s'agit des bandes dans lesquelles on envoie de l'eau sous pression pour pouvoir irriguer. Et ça part d'une pompe ou d'une pompe immergée. Ici, nous sommes en présence d'une pompe, d'une motopompe, qui doit envoyer de l'eau. Donc ça va aspirer l'eau dans le sol et l'envoyer, la refouler dans une tuyauterie qui porte souvent des orifices. Ce n'est pas ces orifices que l'eau sort et rejaillit sur les cultures. Mais comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire il y a l'eau quelque part et ici, en actionnant ceci, comment ça se passe? La motopompe est quelque part où il y a un forage. Donc il y a un forage là, voilà, donc, qui accède à la nappe. Et voilà, le tuyau d'aspiration. Donc lorsque le système est en marche, ça aspire l'eau et ça refoule par là. Donc il y a 2 tuyaux, un tuyau d'aspiration et un tuyau de refoulement. Et c'est le tuyau de refoulement qui est raccordé à la rampe, c'est-à-dire aux bandes perforées pour envoyer de l'eau. Donc on aspire et on envoie. Si c'est une rivière, on peut aussi pomper là. On pompe, ce n'est pas l'eau souterraine, c'est l'eau de surface, on pompe, on refoule. Ici c'est un forage qui est là. Un forage, comme nous sommes dans la zone côtière, ce n'est pas vraiment profond, mais il faut quand même qu'une pompe aspire pour pouvoir refouler. Le monsieur va peut-être actionner cela et nous allons voir comment ça va. Ok. Donc en ce moment, d'être aspiré, et là ça aspire, ça va passer par là pour être envoyé dans le dispositif. Voilà. Ok, waouh. Donc derrière vous, ça commence à gonfler. Le gros tuyau là, c'est le tuyau porte-rampe qui reçoit de l'eau de la pompe. Et cette eau là maintenant va passer dans des petits tuyaux qui sont
les bandes perforées. Ces bandes apportent des perforations et c'est par ces perforations-là que l'eau sort et rejaillit sur les cultures. Je rappelle que ici c'était tout plat, ce tuyau-là, oui. Et quand on a actionné la motopompe, oui. Directement ça a commencé par prendre du volume. Donc c'est dit qu'il y a de l'eau dedans. Voilà, et voilà cette eau qui sort, il y a du fut ici. Oui. Et donc on veut arroser cette parcelle par exemple, il suffit d'ouvrir la vanne, il y a des vannes sur les bandes perforées. Okay. Lorsque vous voulez arroser cette partie par exemple, il y a des vannes sur chaque bande perforée, il suffit d'ouvrir la vanne. Voilà, je viens d'ouvrir la vanne. Okay. Et puis l'eau va commencer par sortir. Ah, voilà. D'accord. Voilà, l'eau commence par sortir par des perforations. Okay. Et il y a des bandes perforées à 5 perforations, il y a des bandes perforées à 3 perforations. Ça dépend de ce qu'on veut faire, quel type de culture nous voulons mener sur le site. Alors, quel est l'autre type de système d'irrigation que nous allons voir? En dehors des 3 systèmes qu'on vient de voir sur ce site, on peut avoir encore le système de raccord flexible avec pompe d'arrosage. Malheureusement, je ne vois pas un exploitant en train de l'utiliser ici. Ce système aussi construit à partir de la motopompe qui envoie de l'eau dans un raccord flexible. Et au bout du raccord, il y a une pompe d'arrosage. Pompe d'arrosage et puis quelqu'un reste, l'exploitant reste et garde et l'eau sort. Ça jaillit pour pouvoir irriguer. Okay. Donc lui reste, ça donne plus de travail que le système par micro-aspersion. Il y a des variantes qu'on n'a pas voulu expliquer parce que parfois certaines variantes ne sont pas forcément sur tous les sites. Ça dépend de la rentabilité, ça dépend des moyens des exploitants. Et j'avais dit, le système gravitaire est un système qui amène beaucoup d'eau, mais qui va se pratiquer au niveau de la bande côtière parce que le sol est très perméable et très filtrant. Voilà, merci. Ben, merci à vous. Merci de nous avoir permis de faire cette très belle immersion. Aujourd'hui, voilà. Allez, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Notre immersion prend fin ici. Nous avons pu découvrir, comme à l'instant avec le docteur Mathieu, les différents types de systèmes d'irrigation. Merci et puis on se retrouve sur le plateau juste à côté. Allez, bye bye. Merci de toujours être, mesdames et messieurs, devant votre petit écran pour votre émission Terre-Actu. Aujourd'hui, on parle des systèmes d'irrigation et d'arrosage des cultures, quelles innovations au profit des agriculteurs. Et nous avons en plateau Dr Mathieu Onsou, il est spécialiste en hydraulique agricole. Alors, docteur Onsou, on poursuit les échanges par ici. Quelles sont les techniques d'irrigation les plus économiques d'eau? Voilà. Avant d'aller vers ce qu'on appelle les techniques d'irrigation les plus économiques d'eau, il faut partir de l'histoire de l'irrigation. Okay. On commençait par l'irrigation gravitaire. Oui. Il faut apporter de l'eau aux cultures en cas de déficit. Oui. Et là, on apportait, il n'y avait pas trop de technologie, les technologies n'étaient pas avancées, il n'y avait pas trop de pièces, d'équipements pour pouvoir apporter l'eau. Donc, on envoie l'eau au sol. L'eau ruisselle par des rigoles, par des canaux aux cultures. Okay. Alors, pendant cette phase-là, on voit qu'il y a beaucoup de pertes. Pertes par évaporation, parce qu'il y a le soleil, pertes par infiltration, et la quantité d'eau qui va réellement sur les parcelles n'est pas ce qu'on envoie depuis la pompe, ou depuis la source. Donc, il faut améliorer. Donc, on est passé à l'amélioration par des technologies d'irrigation par aspersion, donc les tuniqués. Les tuniqués, donc l'eau sort par ces pièces-là en tuyauterie et ça rejaillit comme la pluie. Et ça aussi, ça fait son temps. Et on a remarqué que ça a des failles aussi parce que l'eau qui rejaillit, une partie est perdue par l'évaporation. Et aussi, le milieu a beaucoup de vent. Vous risquez de ne pas avoir tous les jets sur votre parcelle. Donc ça fait perdre. Donc il faut évoluer. Dans l'évolution, on est passé au goutte à goutte. Goutte à goutte, où l'eau est apportée à la racine de la plante. Et ça a beaucoup d'avantages puisque là, vous économisez beaucoup d'eau. Et ça permet de ne pas trop développer des mauvaises herbes sur les planches. L'eau n'arrose pas toute la planche, mais seulement la partie où il y a la spéculation même que l'eau arrive. C'est seulement là où ça peut développer le végétal. Par contre, quand l'eau arrose toute la planche, les eaux sols, les parties qui sont en dehors de la plante poussent
et le sol est enherbé, votre planche est enherbée, vous devez sacler. Donc, ça a un avantage terrible en eau, parce que l'eau est portée directement, et aussi la conservation de votre champ, qu'il soit propre, il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Malheureusement, ça a des contraintes. Et l'une des contraintes, c'est qu'il faut tout ranger lorsqu'on veut mettre le terrain en valeur. Il faut sacler, il faut faucher. Donc, il faut chaque fois enlever et remettre. C'est un peu une contrainte pour les populations et les maraîchers qui l'utilisent. Et aussi, il y a d'autres éléments qui ne favorisent pas trop l'utilisation de cette technique, c'est les coupes. Les coupes, les rampes là, qui sont au sol. Il y a aussi, comment on appelle, des déchets dans l'eau qui peuvent obstruer les goutteurs. Donc, c'est bien qu'il faut forcément des filtres en amont dans le réseau pour pouvoir épurer un peu l'eau. Donc voilà, actuellement, c'est la technique la plus économique, mais n'est pas très adaptée par nos populations. Mais ailleurs, c'est une technique quand même qui est très utilisée, surtout dans les pays où on n'a pas assez d'eau. Au Niger, par exemple, ici, au Burkina, au Mali, c'est une technique que les gens adoptent beaucoup, parce qu'avec peu d'eau, vous pouvez produire. Peu d'eau, vous pouvez produire. Et vous n'avez pas besoin de grande technologie. On n'a pas besoin de mettre un tank à 10 mètres de hauteur avant de faire l'irrigation goutte à goutte ou la micro-irrigation. D'accord. Alors, dernière question, et nous irons très rapidement parce que nous sommes pressés par le temps. Quelles sont les techniques d'installation pour la durabilité de son système d'irrigation? Les techniques d'installation? Oui. Parce que, à supposer que forcément, quand on pose son système d'irrigation, il faut quand même de très belles techniques, des techniques innovantes pour quand même avoir de la durabilité. Oui, pour vraiment réussir son système d'irrigation, il faut vraiment une petite étude technique. Pour savoir la profondeur à laquelle se trouve l'eau. C'est à 10 mètres, c'est à 8 mètres. Lorsque ça dépasse une certaine profondeur, vous ne pouvez pas utiliser par exemple une motopompe simple. Il faut aller à une pompe immergée. Donc techniquement, vous voyez déjà, à cause de la profondeur de l'eau dans le sol, vous changez le dispositif des ordres ou de captage. Maintenant, lorsque l'eau vient, ça doit être envoyé dans un réservoir. Il faut voir la profondeur à laquelle la hauteur à laquelle il faut mettre ce réservoir pour que ça puisse dominer tout le champ. L'eau en hauteur est facilement distribuable. Si l'eau est plus en hauteur, c'est plus facile à cette eau-là d'être distribuée. Donc, il faut un dispositif de support, ce que nous appelons communément château. Ce n'est pas un château vraiment, c'est un support. Donc, on met un tank là-dessus, un réservoir en haut, et l'eau est envoyée. Donc, lorsque l'eau est en hauteur, c'est plus facile d'utiliser. Donc, il faut mettre de l'argent dans le forage, le captage de l'eau, le dispositif des ordres, donc la pompe immergée ou pompe motopompe, et puis la distribution. La distribution, c'est que l'eau va en haut, mais ça va descendre pour aller sur les parcelles, apporter aux cultures, soit par tuniquer, par goutte à goutte, ou bien par les bandes perforées. Voilà. Donc, il faut savoir là où il faut mettre l'argent pour avoir de bons résultats pour sa production. Merci à vous, docteur Mathieu Monsou. Merci aussi à vous. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je rappelle que vous êtes spécialiste en hydraulique agricole. Mesdames et messieurs, par ici, c'est la tombée des rideaux. Nous avons parlé des systèmes d'irrigation et d'arrosage des cultures. Quelles innovations au profit des agriculteurs. Merci à toute l'équipe de ETélé Bénin qui m'a accompagné, n'est-ce pas, dans la mise en onde de ce programme dédié à l'agriculture béninoise. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci de l'intérêt que vous portez à cette émission. Au plaisir de vous retrouver le vendredi prochain. Ça sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bye bye.